Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation des services fondamentaux AWS. Alors actuellement, vous vous posez très certainement la question de savoir ce qu'il se cache derrière chacun de ces services. Eh bien c'est très simple, nous allons les passer en revue, les repasser en revue. Nous allons nous créer un compte dans le cloud AWS, nous allons réaliser des ateliers de chacun des services jusqu'à ce que vous puissiez parfaitement maîtriser les concepts et l'utilisation de ces services. L'objectif étant bien sûr de faire de vous une experte ou un expert en services fondamentaux, tout simplement pour pouvoir accéder à la préparation d'une certification AWS de votre choix. Alors le premier service, c'est le service IAM, on y va tout de suite. IAM pour Identity and Access Management. Lorsque vous créez un compte AWS, vous allez voir, vous commencez avec une seule identité de connexion. Elle dispose de tous les accès complets à tous les services et de toutes les ressources AWS du compte. Cette identité est appelée l'utilisateur racine ou le compte root. Elle est accessible après la connexion, un petit peu comme lorsqu'on crée un compte sur Internet, avec son email et son mot de passe. Et une fois qu'on est connecté, le rôle principal de ce service, c'est de créer des utilisateurs, des groupes, des stratégies et des rôles. Alors, créer des utilisateurs, des groupes, des stratégies et des rôles, c'est très bien, mais si on n'a pas d'infrastructure ni de réseau, ça ne sert pas à grand chose. C'est pour ça que le second service, VPC pour Virtual Private Cloud, ce qui veut dire en fait un cloud privé virtuel, eh bien vous pouvez le créer dans le cloud AWS en sélectionnant en premier une région. Ces régions, il y en a 21 pour le moment, elles sont réparties de par le monde sur les différents continents et permettent de créer un réseau virtuel pour segmenter une partie du cloud AWS dans lequel vous serez le seul à pouvoir disposer des ressources. Ces ressources pourront être provisionnées dans des zones de disponibilité. Ces zones de disponibilité sont des centres de données, donc des data centers, dans lesquels vous pourrez retrouver toutes les ressources physiques comme les serveurs, le réseau, la climatisation, les groupes électrogènes. Ce sont des data centers designés par AWS, qui sont à l'état de l'art de la rationalisation des besoins, de la consommation d'énergie. Une fois que vous aurez provisionné vos ressources dans ces zones de disponibilité, vous allez pouvoir concevoir des architectures de référence. Une fois que ces architectures seront provisionnées, vous pourrez faire fonctionner vos applications et y accéder directement. Et une fois que votre VPC sera terminé, vous pourrez l'interconnecter directement à votre centre de données historique ou à votre entreprise, à votre réseau d'entreprise. Vous avez plusieurs systèmes d'interconnexion et cela vous permettra d'accéder de façon totalement privée à vos ressources. Alors bien entendu, qui dit application dans le cloud dit calcul, qui dit calcul dit processeur, qui dit processeur dit serveur, et donc nous passons au service EC2, Elastic Compute Cloud. Ce service est un service d'hébergement d'instances dans le cloud qui fournit une puissance de calcul élastique, capable de s'adapter dynamiquement en augmentant ou en diminuant les ressources en fonction des besoins de vos applications à un instant T. Ce service vous offre de la puissance de calcul sous forme de serveur virtuel ou physique, hébergé dans le cloud accessible directement via le réseau d'entreprise ou via Internet. Il existe de nombreux types d'instances disponibles en fonction du besoin, minimaliste, polyvalente, orientée calcul pur, processeur ou carte graphique, avec du stockage ou du réseau amélioré, instances à mémoire volumineuse et rapide, etc., etc., plusieurs types de consommation à la demande, réservée, ponctuelle. On étudiera tout ça. Alors comme nous sommes dans le cloud et que on obéit aux bonnes pratiques, forcément on est au courant que tout tombe tout le temps en panne et il faut partir de ce principe. Et donc il faut adapter sa supervision à cet adage. Donc on va utiliser le service CloudWatch pour cette tâche. C'est un service de surveillance. Il est capable de surveiller la santé de vos ressources et d'indiquer leur charge de travail, d'historiser dans les graphiques de l'activité les hausses et les baisses, des composants réseau, de calcul, de stockage et de transmettre toutes ces informations aux autres services, puisque ce sont les autres services qui vont se permettre de répondre directement à la demande de vos applications en permettant
le provisionnement de ressources supplémentaires le cas échéant, et le retrait une fois que nous sommes revenus dans une situation nominale. Alors on a vu qu'on pouvait superviser du réseau, et ça tombe bien, on a un service VPC. On a vu qu'on pouvait superviser du calcul, des machines virtuelles, et bien on va pouvoir utiliser le service EC2 et le superviser. Et vu qu'on a vu qu'on pouvait superviser du stockage, vous allez me dire, mais donc il existe un service de stockage, et vous aurez raison. En fait, il en existe même plusieurs. Les deux principaux sont EBS qui est rattaché à EC2, puisque EC2 utilise donc un système de virtualisation de serveurs. Ces serveurs virtuels ont besoin de disques durs virtuels, et donc ce mode de stockage de données est un mode en mode bloc. Alors, EBS pour Elastic Block Storage va permettre de créer des volumes et de les rattacher au serveur virtuel. Dans l'autre partie qui est plus du côté applicatif, où on va plus avoir besoin de stocker des fichiers, des données, des archives, on a le service S3 pour Simple Storage Service. Alors ce service est un système de stockage dans le cloud, on peut y charger directement des archives, que ce soit en ligne de commande ou en interface web. On va pouvoir stocker des fichiers, des archives et créer une arborescence, un équivalent des dossiers, mais surtout on va pouvoir définir un propriétaire et donc avoir la capacité de partager tout ce qu'on y dépose. Alors si on est plus du côté applicatif, si par exemple on a coder une application mobile, on va pouvoir permettre à nos utilisateurs de prendre des photos, de les déposer directement dans S3, et à ce moment-là pouvoir les stocker par centaines de milliers sans s'occuper de l'espace. On va avoir aussi le type de documents comme par exemple les sauvegardes. On va pouvoir avoir les sauvegardes des bases de données, les sauvegardes des machines virtuelles, ce qu'on appelle les instantanés. On va pouvoir aussi stocker tout un tas d'archives propriétaires à l'entreprise, que ce soit des documents Word, Excel, des fichiers compressés énormes dans lesquels on a l'historique de tout un tas de services, et même éventuellement des contrats, étant donné qu'on peut chiffrer l'intégralité des documents que l'on met dans S3. Alors ce qui va permettre de partager, si c'est des fichiers confidentiels chiffrés, on va pouvoir les partager avec une seule personne. On va également pouvoir les partager avec des groupes. On va voir que si vous avez un annuaire Active Directory, eh bien, vous avez la possibilité de partager vos archives directement avec un groupe comme une liste de diffusion, en disant toutes ces personnes de la comptabilité, voilà, les archives de l'année 2017 sont accessibles à partir de ce lien, et seules ces personnes y auront accès. Également, donc, pour les personnes qui font du développement, qui font de l'applicatif, s'ils ont besoin de partager des données avec des utilisateurs qui se sont authentifiés à partir d'un réseau social, directement à partir d'Internet, il faut savoir que les documents qui sont hébergés dans S3 sont accessibles directement via le protocole TCP en HTTP ou en HTTPS, et donc, du coup, ça va nous amener au service suivant qui fournit les URL de ces archives. Alors pour tout ce qui est nommage et résolution, il s'agit bien entendu du service DNS, le service Route 53, qui permet à la fois d'enregistrer son domaine à l'intérieur d'AWS. Vous pouvez même migrer vos noms de domaine existants pour que ce soit Route 53 à terme dans votre VPC, qui vous permette d'assurer la gestion et la redirection de votre nom de domaine sur des ressources AWS. Également, il utilise bien sûr les fonctionnalités DNS, puisqu'il est serveur DNS. Il va donc résoudre les noms de domaine en adresse IP, codés sur 4 octets, codés sur 8 bits, on verra ça dans l'atelier, et il est également en charge de s'assurer que chaque URL et chaque adresse qui fournit sont bien en bonne santé à destination des ordres qui pourraient être passés à d'autres services, étant donné qu'il y a énormément de synergie et d'interaction, on le verra, entre les services EC2, les services de load balancing, les services d'autoscaling, les services, on va parler en français, de mise à l'échelle, et les services d'allocation dynamique. Donc
Ce service sert principalement de chef d'orchestre en ce qui concerne le nommage. Alors le nommage d'un domaine par exemple, le nommage d'un domaine permet en général de lier un domaine à une infrastructure qui elle héberge une application et cette application a très souvent besoin d'une base de données, ce qui me permet de faire l'introduction du service suivant, le service Relational Database Service, RDS, et également le second service DynamoDB, puisque AWS dispose de son propre service de base de données. Alors, les bases de données relationnelles sont des bases de données qui supportent les schémas et les instructions SQL, et DynamoDB est une base de données complètement différente puisque elle va stocker les données en mode clé-valeur, donc vous n'avez pas de colonnes et de lignes qui génèrent des cellules dans lesquelles on va mettre un certain type de données, mais on va pouvoir écrire ces données tout simplement en mode texte dans une syntaxe JSON. Et alors JSON est un langage qui veut dire JavaScript Object Notification. Et du coup, vous allez simplement avoir une espèce de syntaxe ligne à ligne avec des virgules et des parenthèses qui vont vous permettre de gérer une certaine logique d'inscription des données. Et ce mode a plusieurs avantages, on va le voir. Dans les ateliers qu'on va réaliser pour ce service. Donc, en ce qui concerne les bases de données relationnelles, le support Aurora est l'équivalent de MySQL et Postgre, mais qui a été créé et développé par AWS. MySQL, la base de données qui a été rachetée par Oracle il y a quelque temps, qui a donné naissance à MariaDB, qui est devenue la version libre. On a aussi bien sûr Oracle et Microsoft SQL Server qui sont disponibles directement. Alors contrairement aux services de machines virtuelles, lorsque vous provisionnez une instance RDS, vous avez juste à paramétrer l'environnement de votre base de données et l'instance est provisionnée directement. Vous ne pourrez pas vous connecter à cette instance autrement que via cette base de données. En ce qui concerne les bases de données NoSQL, eh bien nous avons les équivalents comme MongoDB, CassandraDB ou Oracle NoSQL qui sont des équivalents de DynamoDB et qui utilisent à partir du moment où les bases de données relationnelles atteignent certaines limites et principalement en ce qui concerne la mise à l'échelle, on va se retrouver avec très souvent un portage de l'application sur ce type de base de données. Alors les bases de données sont principalement utilisées pour des applications et lorsque des données sont inscrites, il est parfois nécessaire d'avertir l'utilisateur et nous pouvons utiliser le service SNS pour Simple Notification Service qui est un service AWS à part entière. C'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer d'infrastructure. Vous n'avez pas à provisionner quoi que ce soit pour faire fonctionner SNS. Il suffit de le paramétrer. Il fonctionne sur un mode de publication-souscription. Donc les utilisateurs vont pouvoir générer une publication. Cette publication, une fois qu'elle sera créée, va attendre qu'il y ait une certaine quantité de gens qui s'inscrivent, que l'on va appeler les souscripteurs. Et ceux-ci seront informés à chaque fois que vous publierez une publication, que ce soit des documents, un simple mot texte ou un avertissement ou un mode push pour une application mobile, et bien automatiquement ces publications vont se retrouver à être transmises sur les terminaux, que ce soit des téléphones portables, des applications web ou des PC, et bien les utilisateurs recevront cette notification. Imaginons par exemple que vous ayez une application qui vous donne la météo tous les soirs et qui vous donne la météo du lendemain à 20h. Eh bien, par exemple, vous pouvez avoir une application qui déclenchera dans AWS une publication et cette publication enverra à votre application l'ordre de notifier l'utilisateur. Voilà un genre d'exemple de cas d'usage concret pour SNS. Alors forcément, quand on a des applications de ce type, on peut se retrouver forcément avec des centaines d'utilisateurs,
des milliers d'utilisateurs, voire des centaines de milliers d'utilisateurs, et il peut être nécessaire d'avoir recours au Load Balancer. Alors, Elastic Load Balancer, le service ELB, alors ce service va permettre directement de rediriger le trafic des utilisateurs qui vont émettre de plus en plus de requêtes auprès d'une application, et c'est cet Elastic Load Balancer qui va recevoir ces requêtes et qui va les diriger directement sur les instances à tour de rôle en choisissant l'instance qui a la charge la plus faible. Il va également avoir la capacité de détecter la défaillance d'une instance et permettre de s'assurer de la continuité de service de l'application en ne redirigeant son trafic que sur les instances qui sont restées en vie. Alors c'est bien pratique, me direz-vous, toutefois, si on n'a que 3 instances et qu'on a potentiellement des centaines de milliers d'utilisateurs qui, suite à une campagne de publicité, viennent sur notre site web ou se connectent à notre application pour directement consulter une promotion ou simplement avoir des informations quelconques, eh bien il va falloir pouvoir utiliser les fonctionnalités de mise à l'échelle offertes par le service Autoscaling. Dans le même cas de figure, le service va devoir prendre en compte les quantités de requêtes réalisées par les utilisateurs, mais va devoir surtout identifier la charge processeur d'une instance qui pourrait se retrouver être débordée à cause d'une surpopulation d'utilisateurs et donc d'avoir son processeur chargé au-delà des limites autorisées. À ce moment-là, le service Autoscaling provoquera ce qu'on appelle le scale-out, c'est-à-dire la mise à l'échelle en provisionnant directement des instances à destination de l'application qui vont permettre de supporter de plus en plus de connexions. Et une fois que la seconde instance se retrouve chargée, il peut être amené à provisionner une troisième instance, et je vais vous dire, il peut être amené à en provisionner autant que vous aurez paramétré dans votre groupe d'auto-scaling. À partir du moment où le nombre d'instances sera suffisant et que le pic de charge retombera à la normale, à ce moment-là, Autoscaling pourra activer le mode Scaling, et ce mode Scaling permettra de supprimer toutes les instances qui auront été provisionnées pour l'occasion. Alors on a une autre façon d'utiliser la mise à l'échelle, et cette autre façon, c'est dans un certain cas de figure l'utilisation du service Lambda. Alors, le service Lambda sert à exécuter votre code directement sans infrastructure. Ce qu'on appelle le service serverless, sans serveur, puisque comme SNS, vous n'avez absolument rien à mettre en place, il suffit d'appeler le service et il vous répond. Vous lui envoyez une fonction, quel que soit le langage que vous avez sélectionné, et il vous renverra le résultat. Alors, habituellement, les développeurs ont besoin d'un environnement de développement. Cet environnement de développement, ils en disposent sur leurs ordinateurs, mais ils ont besoin d'avoir une infrastructure applicative pour pouvoir tester leur développement. Donc forcément, il faut un centre de données, il faut des machines physiques, il faut un réseau, il faut des systèmes d'exploitation et des environnements de développement, plus éventuellement un annuaire pour gérer l'accès à toutes ces ressources. Dans AWS, tout ça est remplacé par Lambda. Alors, comment ça fonctionne? Lambda est basé sur le déclencheur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs façons de créer un trigger. Donc le trigger en anglais, littéralement, c'est l'amorce qu'il y a quand on appuie sur la gâchette et qui prend feu, c'est véritablement le déclencheur. Donc lorsqu'on active ce trigger, on peut l'activer de plusieurs façons. Eh bien, on peut déposer une archive, par exemple dans S3. Dans S3, on peut réaliser une copie de fichier, une suppression de fichier, une mise à jour de fichier, etc., etc. On peut réaliser plusieurs actions. Eh bien, on peut dire que ces différentes actions peuvent déclencher un trigger lambda.
Également, on peut réaliser une ligne de commande dans une interface de développement sur son poste de travail ou en étant directement connecté à une instance. C'est une action manuelle. On peut éventuellement automatiser le déclenchement et conditionner le déclenchement dans une application avec un autre code qui lui va par exemple être une action utilisateur. Et si on part du principe que on dépose une image sur MS3 et que S3 déclenche le redimensionnement de cette image, eh bien on a simplement qu'à appeler la fonction de redimensionnement d'image, qu'elle soit écrite en Java, en Node.js, en Python, en Ruby, en C#, en Go, en .NET ou en PowerShell, automatiquement Lambda va réaliser les actions que le code demande. Donc si le code dit je télécharge l'image sur mon instance Lambda et puis je la redimensionne et puis je la redépose dans un autre compartiment S3 qui est préalablement défini, l'utilisateur peut être averti par le service SNS et automatiquement on peut avoir un traitement de ce type de fonction. Donc je vous ai donné le cas d'usage le plus simple et le plus connu et que l'on abordera dans l'atelier de Lambda. Donc vous l'aurez compris, tout cet écosystème de services et de ressources sont bien entendu là dans un but véritablement orienté métier. Il s'agit principalement d'automatiser le plus possible pour économiser le plus possible et réorienter les bénéfices, que ce soit des bénéfices en temps, que ce soit des bénéfices financiers, c'est de les réinvestir dans votre business. Donc le business, c'est avoir une architecture résiliente, une architecture à haute disponibilité et une architecture que je peux donc reproduire en cas de sinistre à la demande de façon automatique. Et bien même pour ça, je dispose d'un service dans AWS qui s'appelle CloudFormation. Ce service CloudFormation fournit un langage commun pour décrire et provisionner toutes les ressources d'infrastructure dans votre environnement cloud AWS. Alors CloudFormation permet d'utiliser un simple fichier texte pour modéliser et provisionner de manière automatisée et sécurisée toutes les ressources nécessaires pour vos applications, et ce, à travers toutes les régions et tous les comptes AWS. Vous pouvez également utiliser les AWS Quick Start qui sont réalisés par des éditeurs partenaires ou des architectes solutions AWS, ou vous pouvez vous-même, à partir d'architectures que vous aurez composées manuellement, d'en retirer l'essence pour pouvoir reprovisionner votre infrastructure. Par exemple, si vous êtes en production, vous allez vouloir créer un environnement de test, eh bien en quelques clics, vous pourrez dupliquer votre environnement de test, ou alors en cas de sinistre, puisqu'on le sait d'après l'adage tout tombe toujours en panne, eh bien on pourrait même reprovisionner dans une autre région AWS à l'identique et aller faire un petit jeu de redirection dans Route 53 pour que l'Elastic Load Balancer ne soit plus celui qui est tombé en panne, mais celui que l'on vient de reprovisionner, et limiter le temps de bascule pour permettre une haute disponibilité avec un minimum d'interruption. Voilà, notre présentation touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on va se retrouver pour la suite pour ceux qui ont le temps, et puis ceux qui n'ont pas le temps, eh bien je vous dis à très bientôt.